Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end ou une excellente semaine. Voilà, pendant le temps où on ne s'est pas vu, vous m'avez beaucoup manqué. Pour ceux qui passent par là, qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, qui scrollent sur YouTube, qui sont perdus, et puis YouTube leur a suggéré ma chaîne parce que ma team des rats, hein, ma team de curvistes, des radins, eh bien, ils boostent à fond ma chaîne. Donc, du coup, bah, elle est en TT, ok, en suggestion. Merci à vous pour votre soutien indéfectible. Moi, c'est BCS. Voilà. Ici, on parle de gossip, on parle de tous les dramas qui concernent vos stars préférées. Et aujourd'hui, c'est un zapping people. On va faire un zapping de tous les gossips, tous les bisap qui ont eu lieu cette semaine. Et croyez-moi, du bisap, il y en a. Cet été, je pensais que ça allait être calme, mais en fait, le monde des people est plus que agité en pleine canicule. Voilà. Alors, vous savez que j'ai souvent dit que mes zapping people, malgré eux, ils ont un thème. Voilà, c'est pas voulu, c'est pas recherché, mais c'est comme si les people, ils vivaient la même vie en même temps. Ce qui fait que mes lives, ils ont un thème. Voilà, ils ont un cahier des charges, c'est bizarre. Et aujourd'hui, c'est le Goumin. Voilà. Salut, petite fleur. Le thème de Zapping People aujourd'hui, c'est Goumin. Ils sont tous en Goumin. Tout le monde est en Goumin, tout le monde souffre. Goumin est en train de les gifler les uns après les autres, un par un. La première à être gouminstinée, c'est Fidji. Alors, Fidji, son mariage, sa rupture, pardon, son divorce, fake ou pas fake? Fake ou réel? Vous savez, mes curvis, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai pris la décision d'attendre avant de lancer des lives sur certains gossips parce que je connais les people et je sais que la plupart d'entre eux, leur drama, ils se tirent sur des jours et des jours et des jours. Donc, je ne vais pas faire 150 updates sur la même affaire. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse traîner exprès. Voilà, je laisse passer les jours comme j'ai fait avec Fidji. J'aurais pu faire le live tout de suite, hein, mais je me suis dit non, il va y avoir du nouveau, il va y avoir de l'update, je vais attendre. Et donc, c'est le cas, et j'ai bien fait hein, de prendre cette décision parce que de l'update, il y en a eu. Et donc maintenant, je peux vous faire un live complet sur cette histoire. On va également parler de Neige, la chanteuse Neige, qui mougou avec un homme marié et qui va pas tarder à se manger un goumin des plus savoureux. Sa sœur même est venue prendre sa défense sur les réseaux sociaux, ok? On va parler de Ilona. Ilona aussi, pareil, en plein goumin. Elle s'est faite jeter par son nouveau gars, son nouveau prince charmant, celui qu'elle avait rencontré. Je vous invite à aller voir ma vidéo, hein, mon dernier gossip sur elle, qui racontait comment elle a rencontré l'homme parfait. Vous les connaissez, les influenceuses. Hein. L'homme idéal, le piment de sa sauce, son soleil de minuit. Il a largué. Et comme son nouveau gars l'a largué, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle essaye de récupérer son ex, le père de son enfant. Le même qu'elle a jeté parce que c'était pas un mec assez bien. Bref. Adé Laurent qui se retrouve dans la sauce Sisra par rapport à la loi du permis de tuer. Tout ça, on va en parler. Je rappelle que ce live en version intégrale, non censurée, sera disponible pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. OK? Donc, je vous invite à vous abonner pour ceux qui veulent avoir des gossips sans filtre et sans censure à ma chaîne et devenir membre. Et la team gratuité, vous aurez que les extraits du live. OK? Voilà. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, on y va, jingle. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Goumin, Goumin m'a gagné, Lova s'est gâté. Salut Aurélia, salut Sarah. Bon, non, vraiment, l'amour fait mal, même si on protège nos cœurs jusqu'à on va avoir mal quand même. Ma chérie, Goumin ne laisse personne. Voilà. Goumin n'est pas le camarade de quelqu'un. Goumin, c'est comme la mort. Tôt ou tard, ça nous gifle tous un par un, sans sommation, sans discrimination. Il y a Goumin là, il n'y a pas son âge, il n'y a pas sa couleur de peau, il n'y a pas son genre. C'est tout le monde qui va être giflé. Goumin, ça touche à des enfants qui sont en maternelle. Moi, j'ai vu des enfants en maternelle qui avaient Goumin. Goumin n'a pas pitié de quelqu'un, ça n'a même pas pitié des enfants. Tu vois, les petits enfants, ils sont en maternelle, ils pleurent parce que Justine l'a quitté.
Hum, là, là, Goumin. Non, 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 non. C'est pour ça que moi, là, depuis là, j'ai beau être en relation, je fais tout pour verrouiller mon cœur. Parce que je veux plus que Goumin m'attrape. Non, Goumin, c'est trop sauvage. OK? Mieux la maladie que Goumin. Non, je plaisante. Quand même, mieux Goumin que la maladie. Bon, mes chéris, Suisse Lyonnais, ça va, ma chérie? Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la vidéo du jour. Parce que j'ai pas mal de pépites à vous proposer et à vous présenter. Voilà. Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas lancé de Eben Talk. Les Eben Talk sont les lives qui me demandent le plus d'énergie parce que je m'y mets à fond et c'est conséquent. Ça fait un moment que je vous ai promis un Eben Talk, mais je ne l'ai pas fait. Mais en attendant, je vais quand même vous offrir un petit peu de contenu afro, wakandais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir comme contenu wakandais? J'ai fait la découverte ce matin même d'une petite pépite sur TikTok. OK? Cette petite pépite, je vais couper parce que ils mettent de la musique protégée par droit d'auteur. C'est un magasin et alléluia, pour une fois, il se trouve à Paris. Donc, pour les personnes qui sont en France et qui veulent se les procurer, vous pouvez. Parce que d'habitude, les pépites que je vous trouve, il y en a beaucoup qui sont en Afrique. Mais là, le vendeur, la boutique, elle est en France et précisément à Paris. Donc, c'est une boutique tenue par des afros qui font des robes, mais également des parapluies en tissu wax. Et franchement, ils sont magnifiques. Et je compte en commander un. Allez, je vous montre la petite pépite. Après l'été, ce sera l'automne. Et à l'automne, eh bien, revient la pluie. Et si vous adorez soutenir les commerces renois ou juste que vous trouvez que les tissus wax sont du plus bel effet, eh bien, vous pouvez vous procurer ces petits parapluies, OK, en tissu wax qui sont fabriqués par la boutique Royal Coconut Textile Shop. Voilà. Comme vous voyez ici, hein, voici le parapluie en question. Là, je vous le mets en 4K parce que la vidéo, elle est petite. Et maintenant, je vais vous mettre la vidéo sans la musique parce que c'est une musique protégée par droit d'auteur. Donc, comme vous les voyez là, ils sont en pleine fabrication de ces fameux parapluies. Vous voyez qu'il y en a de toutes les couleurs. Voilà. Franchement, il faudrait qu'ils en fassent aussi en madras pour les Antillais et les Antillaises. Ils font également des sacs à dos. Ah bah, je crois que je vais en acheter un pour mon fils, hein. Ils font des sacs à dos aussi. Voilà, bah, franchement, c'est top. Sac à dos, parapluie. Donc, parapluie, déjà, de sûr, je vais acheter. Les robes, j'attends de perdre un peu plus de poids pour acheter. Voilà, je n'ai pas encore atteint mon prime. Mais parapluie, c'est sûr, j'achète, mes chéris. Voilà. Et les sacs à dos aussi, je vais voir avec mon fils s'il est OK. Mais son sac à dos, il est encore. Bah, s'il pète son sac à dos, je lui achète un neuf. Voilà. Et comme vous voyez, c'est fait main. Hein. C'est fait main. Voilà. C'est pas fabriqué en usine, c'est du fait main. Ils se filment en train de les fabriquer eux-mêmes à la main. Et franchement, je les trouve magnifiques. Et je dis pas ça parce que c'est des Renois. Hein. Je les trouve vraiment beaux. Donc, je vais en acheter un. Je vais m'en procurer un. Voilà. Il y en a qui font un peu Jamaïque. Voilà. Nickel. Là, ça fait un peu tissu ghanéen. Ça vient un peu du Ghana, ce motif-là. Magnifique. Alors, leur compte TikTok, c'est Jacqueline Paris. Je vous mets également ici, pour ceux que ça intéresse et qui veulent absolument se procurer ça et support Black Business, voici leur compte TikTok. Jacqueline, ils ont un site internet qui s'appelle Jacqueline Paris, Jaklin, Jacqueline avec un K, ok, Paris. Et ils sont au 462 rue Benjamin Dessert, 77 550 Moissy, Cramayel, France. Voilà, ils font également des jupes, etc. Donc, ils font des vêtements. Moi, ce qui m'intéresse honnêtement là, c'est plus les parapluies. OK, voilà. C'est la petite pépite que je voulais vous partager en mode Wakanda. Si ça vous intéresse, j'adore ce parapluie, je les trouve magnifiques. Franchement, je les trouve magnifiques. Trop beau, j'adore. Un live BCS, merci. Hello Cindy, ça va ma chérie? Alors, qu'est-ce que je vais vous partager aussi? Un contenu wakandais.
Alors là, c'est un TikTok auquel je suis abonnée et qui a des informations extrêmement sourcées. Et en fait, ce compte TikTok, Sadea, c'est de rétablir la vérité sur tous les mensonges sur les personnages historiques noirs qu'on a blanchis au cours des années. Et en fait, il apporte les preuves avec des sources historiques, avec des écrits et des témoignages d'écrivains, de scientifiques, de de philosophes contemporains de ces personnages, qui, ou pas d'ailleurs, ou qui ont étudié l'histoire de ces personnages et qui décrivent le physique et la couleur de peau des personnages historiques en question. Et c'est ainsi que ce jeune homme noir très intelligent a réussi à prouver que, comme je vous avais déjà dit dans un précédent live, Beethoven était un homme noir, et précisément Carteron, que Shakespeare était un homme noir. C'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai toujours été surprise que Shakespeare, qu'on a présenté comme un homme blanc de la haute société, ait pu écrire une œuvre telle que Othello. Ça m'a toujours paru bizarre parce que Shakespeare, il est né dans l'Angleterre colonialiste. C'est un homme blanc privilégié. À quel moment il va s'intéresser à la cause des Noirs jusqu'à en faire son personnage principal, jusqu'à faire d'un homme noir son père? Ça m'a toujours intrigué, mais on m'a toujours dit que Shakespeare est blanc, donc j'ai cru ma prof, sauf que ma prof racontait des mensonges. En fin de compte, Shakespeare était un homme noir. Et c'est pas tout. Il prouve également que Jeanne d'Arc était une femme noire. Bref, je vais vous poster ça dure 5 minutes. Mettez-vous à l'aise, mes chéris, parce que là, vous allez avoir de sacrées révélations et vous rendre compte à quel point on nous a menti sur l'histoire occidentale et Le blanc. européenne et surtout sur l'histoire du peuple noir. Alors, mettez-vous à l'aise. Je ne vous aurais jamais partagé cette vidéo-là si les sources du gars n'étaient pas béton. Voilà. J'aurais jamais mis ma crédibilité en jeu si le gars ne sourçait pas. C'est dire. Allez, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes à sortir de la matrice? Vraiment, ceux qui ont blanchi l'histoire, ils sont pas immortels, ils sont ou maintenant pas là en laissant des sottises derrière eux. Alors, le pire, c'est que Sarah, il y a même des rois et des reines, enfin des gens qui sont présentés comme blancs qui étaient en fait noirs, en fait. Et là, on en revient à ce que disent des anthropologues blancs, comme quoi l'Europe a été noire pendant des années et c'est que récemment qu'elle est devenue blanche, en fait. Que les blancs sont apparus en Europe très récemment. D'ailleurs, Europe, c'est le nom d'une déesse noire. Ben oui. Ça aussi, je l'ignorais, je l'ai appris en grandissant, en me renseignant, mais Europe, à la base, c'est le nom d'une déesse africaine. C'est un truc de fou, ok? Est-ce que vous êtes prête ou pas à sortir de la matrice? Est-ce que vous êtes prête? Dites-moi ça en commentaire. Je veux sentir que vous êtes quand même concentrés, ok? Les gossips vont venir, mais je suis pour quand même qu'on parle de choses intéressantes et édifiantes. Voilà. Édifiantes, vraiment. Allez, c'est parti. Le blanchiment de l'histoire. Voici la troisième partie. William Shakespeare. Ce célèbre dramaturge, poète et acteur anglais du XVIe siècle était lui aussi un homme noir. On a tous déjà vu son plus célèbre portrait, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui nous est présenté comme étant Shakespeare. C'est ce qu'on voit dans les livres scolaires, c'est ce qu'on voit sur Google, c'est ce qu'on voit, c'est comme ça que Shakespeare est représenté. Sauf que ce gars-là, c'est pas Shakespeare. Ce mec-là, c'est pas Shakespeare. C'est un autre boug, c'est pas Shakespeare. Eh bien, il ne s'agit même pas de Shakespeare, mais d'un de ses contemporains poètes, Thomas Overbury, révèle finalement les experts, lesquels ont retrouvé une statue de Shakespeare qui, après leurs analyses, prouve qu'elle a été faite durant son vivant. Cette effigie qui représente le mieux Shakespeare selon les experts est placée dans cette église de Stratford. Voici donc la véritable représentation de Shakespeare. Et le pire, c'est que sa statue est exposée en Angleterre. C'est-à-dire que le vrai Shakespeare, il est exposé en Angleterre. Vraiment des...
Uppenhaven, où Shakespeare est enterré. Nous avons également le portrait de... Et c'est même là-bas qu'il est enterré. Hein. C'est là-bas qu'il a dit que si Shakespeare sortait de sa tombe et qu'il voyait sa tronche, la tronche qu'on lui attribue aujourd'hui, il serait choc-barre. Il aurait dit, mais attendez, c'est pas moi ça. C'est pas moi. C'est qui ce boug? Voilà. Qu'elles ont retrouvé une statue de Shakespeare qui, après leurs analyses, prouve qu'elle a été faite durant son vivant. Cette effigie qui représente le mieux Shakespeare selon les experts est placée dans cette église de Stratford-upon-Avon où Shakespeare est enterré. Nous avons également le portrait de Shakespeare au National Portrait Gallery à Washington DC où l'on lit statue portrait de ce grand poète, acteur et dramaturge de couleur. Voilà peut-être pourquoi Shakespeare parle autant de la race et du racisme dans ses œuvres et pourquoi ses détracteurs, dont un certain Green, plein de jalousie, a dit « Oui, ne leur faites pas confiance, car il y a un corbeau embelli par nos plumes qui, avec son cœur de tigre enveloppé dans la peau d'un joueur, suppose qu'il est aussi capable que le meilleur d'entre vous de débiter un vers en blanc. » On trouve ceci dans ce livre de Stephen Greenpold, Beethoven. Le célèbre compositeur était lui aussi un homme noir. L'anthropologue allemand Friedrich Hertz, dans Race et civilisation, une vraie mine d'or ce livre au passage, nous apprend premièrement que beaucoup de génies avaient la couleur de peau noire. Page 121. Luther, Goethe, Beethoven, Michelangelo, Raphaël, Dante, Shakespeare. Pour Beethoven et Goethe, on lit ceci. Nous disposons d'études qui prennent très soigneusement en compte toutes les évidences contemporaines. Goethe avait les cheveux noirs, les yeux bruns, jaunâtres à la fin de sa vie, un teint nettement foncé et un nez légèrement crochu. Voici ici ce qu'on appelle un blanchiment et un vol d'exploit. Beethoven était petit et corpulent. Il avait des cheveux noirs, des yeux et une peau foncée, de fortes mâchoires saillantes, un nez épais et plat. D'ailleurs, Beethoven a été surnommé le mort par ses contemporains. Facilement déceler dans le visage de Beethoven des traits légèrement négroïdes. Dans L'homme qui a libéré la musique de Robert Haven Schoeffler, page 18, Frobisher, une intime connaissance de Beethoven, le décrit comme petit, trapu, épaules larges, cou court, tête épaisse, nez rond, teint brun noirâtre. Dans le livre Beethoven d'Emile Ludwig, écrivain allemand, célèbre pour ses biographies, page 15, on apprend que Beethoven était si sombre que les gens l'ont surnommé l'Espagnol. Oui, à cette époque, les Espagnols étaient bien noirs, malgré l'histoire falsifiée qu'on nous enseigne. On découvre dans l'ouvrage de Fanny Giannatasio del Rio que le nez large et un peu épaté de Beethoven, sa bouche plutôt large, ses petits yeux perçants et son teint noir, marqué de vilaines taches, lui donnaient une forte ressemblance avec un mulâtre. Dans la vie de Ludwig van Beethoven, d'Alexandre Taillé, page 146, on apprend que le célèbre professeur de Beethoven, Carpani de Hedin, s'est fait appeler le mort par le prince Esterhazy, devant qui il jouait. Situation que l'on retrouve ici dans cet ouvrage consacré à Hedin lui-même. Et on nous dit que Beethoven tient plus du mort dans son apparence que son maître. Passons à Abraham Lincoln, président des États-Unis à 2 reprises. Alors moi, pour le coup, le Abraham Lincoln, même jusqu'à présent, j'ai du mal à y croire. Abraham Lincoln, c'est vraiment, pour moi, je me suis dit, non, mon wakandisme s'arrête là, quoi. Dire que Abraham Lincoln, il était renois. Je me suis dit, là, ça va trop loin. Mais malheureusement, les gens, ils ont des arguments assez bétons qui sont difficiles à... Vous voyez, on y va. Comme ceci, et pourtant, lui aussi était noir. Dans l'ouvrage de William Erdon, avocat et biographe d'Abraham Lincoln, on apprend, page 10, que la mère d'Abraham Lincoln, Nancy Hanks, a la peau noire. L'ouvrage Le Lincoln caché est un ensemble de lettres collectées concernant Abraham Lincoln. On y découvre, page 361, qu'il a la peau foncée. Page 345, c'est la couleur de peau noire de sa mère qu'on retrouve mentionnée une fois de plus. Dans l'ouvrage de Clifton Nichols, La vie d'Abraham Lincoln, page 18, on nous dit encore qu'il a la peau noire. Abraham Lincoln lui-même affirme sa couleur de peau dans son autobiographie, page 36. Si une description personnelle de moi est jugée souhaitable, on peut dire que je mesure 1,93 m, presque maigre. Je pèse en moyenne 80 kg. J'ai la peau foncée, les cheveux noirs crépus et les yeux gris. Banger. Banger. Donc le mec lui-même, Abraham Lincoln lui-même, se définit comme étant noir. Je pense qu'en termes de sources, on ne peut pas faire mieux. Parce que jusqu'à présent, c'était les contemporains qui parlaient pour eux, qui les décrivaient. Et je rappelle que c'est des contemporains, des personnes blanches, érudits. Parce que pour savoir lire et écrire, il a fallu, je pense que c'est ce qu'on dit, il a fallu être parmi les familles privilégiées. Les pauvres ne pouvaient pas apprendre à lire et à écrire à l'époque. Okay, donc, seules les personnes riches et influentes de la haute société pouvaient lire et écrire, avoir des précepteurs, etc. Donc, c'était des blancs privilégiés de la haute société qui décrivaient Beethoven, qui décrivaient Shakespeare, qui décrivaient leur couleur de peau.
Mais là, c'est Abraham Lincoln lui-même qui se décrit. Serment vôtre, Abraham Lincoln. Voici la publication de sa description publiée à l'époque. Vous constatez qu'on y retrouve la même description. Eh bien, voici ici l'original écrite de sa main. Dans cet ouvrage biographique composé des 500 histoires vraies racontées par Abraham Lincoln et ses amis, page 579, on nous parle encore de sa couleur de peau noire. Mais comme toute personne influente, Abraham Lincoln avait des détracteurs. Et pour le rabaisser, cela le caricaturait comme tout raciste caricature en noir. Voici les dessins créatifs dont la presse se faisait un plaisir de soutenir. Celle-ci dit « Monsieur Lincoln apparaît comme un nègre quand le voile se lève. » En voici une autre qui illustre cette africanité sous le voile. Abraham Lincoln est considéré comme le meilleur président de tous les temps. Mais l'esprit petit s'arrête à sa couleur de peau et l'esprit mesquin s'empare carrément de lui en le blanchissant. La supériorité blanche n'existe pas. C'est une subjectivité blanche qui existe. Passons à Joseph Bologne, un homme noir comblé. On va arrêter là, ok mes chéris, et je vais réserver le reste de ce type de contenu pour ma newsletter. Ok, voilà. Alors, moi honnêtement, ça me troue le fiac. Là, ça m'a créé un deuxième trou de fiac. Beethoven, je savais. Shakespeare, j'étais choc-barre. Abraham Lincoln, ça m'a achevé. Ça m'a achevé. Et en fait, c'est là que vous voyez que la jalousie, en fait, le Sisra, ça vient, en fait, le Sisra est la fille de la jalousie. Voilà. Le racisme vient de la jalousie. Et vous voyez comme ils le dénigraient de son vivant. Hein. Ces détracteurs le dénigraient de son vivant. En fait, finalement, Obama n'est pas le premier président noir des États-Unis. Okay, le premier, c'est Abraham Lincoln. Et en fait, vous voyez, quand ils nous jalousent, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous blanchissent. C'est ça qu'on appelle l'appropriation culturelle. Et quand je pense que des petits tocards d'extrême droite nous pompent l'air parce que des personnages fictifs qui n'existent pas comme des sirènes, on caste des actrices à la peau foncée pour jouer des personnages fictifs comme Hélène de Troie ou la petite sirène, pendant que eux se sont permis de blanchir d'illustres personnages historiques qui ont marqué l'histoire du monde. Et là, par contre, quand le watching est inversé, ça ne les dérange pas, ça ne les choque pas. Là, par contre, ça ne dérange pas. Là, ça ne crie pas au scandale. Nous, on a le droit de blanchir, on a le droit de faire du brainwashing, on a le droit de watching les gens, on a le droit de les laver. Ça crie au wokisme pour des personnages fictifs pendant que c'est venu blanchir des personnages historiques noirs. Alors, je ne parle même pas des pharaons et tout le tintouin. Hein. Voilà. Donc, honnêtement, je pense que s'il y a vraiment quelqu'un qui est très mal placé pour venir parler de wokisme, machin, etc., je pense quand même que ce sont les racistes. Ce sont les racistes. Vous n'avez vraiment pas votre mot à dire par rapport à ça. Parce que franchement, mais quelle dinguerie de venir blanchir Beethoven, de venir blanchir Abraham Lincoln, de venir blanchir Shakespeare, de venir la prochaine étape, ce sera Jeanne d'Arc. Tout ça là, je le réserverai pour mes lives, mes vidéos pour ma newsletter. Je suis désolée les membres de ma newsletter si je suis moins active, c'est parce que il fait chaud, ok. Donc du coup la canicule me rend particulièrement paresseuse. Je vous ai prévu plein de contenu, mais cette chaleur là, ça m'abat, ok, ça m'abat vraiment. Donc je suis moins productive, mais je vais faire des efforts, ok. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir passer au gossip du jour. On va commencer par les moins intéressants. Voilà, on va commencer par elle. Alors, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Vous savez, moi, quand je commence, quand je termine un gossip, souvent, eh bien, j'oublie le nom des gens. Ça, c'est pour ceux qui disent, ouais, mais BCS, c'était une rageuse. Est-ce que vous savez que des fois, j'oublie le nom de beaucoup de people, hein. Tellement ces gens ne font pas partie de mon quotidien, c'est juste pour manger que j'en parle. Voilà, c'est pour faire ma YouTube monnaie, mais en dehors de ça, je les calcule up. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup, sauf les plus connus. Une fois que j'ai déposé le gossip, je les oublie. Alors, comment elle s'appelle déjà? Julie. Ouais, c'est Julie, la meuf de
qui a fait Marié au premier regard là. J'ai fait un décryptage de leur passage, de leur couple sur ma chaîne qui est disponible gratuitement pour la team d'Era. Donc là, la bonne dame, elle est dégoûtée. Elle a poussé une grande gueulante parce qu'elle en a ras-le-bol des haters qui la poursuivent dans la rue. Ça suffit de filmer les gens à leur insu, ça suffit d'envoyer des messages haineux, surtout envers un enfant, c'est ce qui me dégoûte le plus. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment la journée des abrutis par rapport à tout ça. C'est pas pour autant que vous allez me dire oui mais t'as qu'à quitter les réseaux sociaux, nanani, nanana. Ah non, en fait, je vais pas quitter les réseaux juste pour faire plaisir à Sylvie ou à Jean-Yves. Le seul moment où j'ai pris la parole par rapport à l'expérience, effectivement, c'est chez Sam Zera. J'ai fait qu'une seule interview après la fin de la diffusion, alors que croyez-moi, je pourrais encore en dire des vertes et des pas mûres sur cette expérience. Mais bon, ça sert à rien. Moi, je ne ressasse pas le passé. Il fallait juste que j'ai mon droit de parole, que j'ai exercé, parce qu'on m'a privé de ce droit de parole pendant des mois. Donc voilà, surtout après la diffusion, quand j'ai appris tout ce que j'ai appris. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Franchement, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Je ne renie pas l'expérience Marié au premier regard, mais foutez-moi la paix maintenant avec ça, que ce soit dans les messages privés ou dans les commentaires, parce que vous le voyez bien, je n'en parle pas. Là, j'en parle juste parce que c'est un ras-le-bol. Ok, vous me reconnaissez. Ok, venez me parler si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ne filmez pas mon enfant, ne me filmez pas à mon insu et surtout arrêtez les gros rageux et les grosses jalouses de m'envoyer des messages. Et stop en fait. Et c'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que vous avez tous les droits. Vous n'êtes pas tout permis. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran que vous êtes tout permis. Ça, vous l'oubliez trop souvent en fait. Mais bon, c'est comme ça. Apparemment, nous les créateurs et les créatrices de contenu, on doit subir et on doit se taire. Ça, c'est pas pour faire polémique, c'est pas pour faire le buzz, je m'en tape. C'est juste pour dire stop parce que je me tais depuis le début. Et là, c'est juste stop, stop, stop. Alors, moi, je trouve quand même les gens particulièrement timbrés. Je veux dire que tu n'aimes pas une personne qui a fait le choix de s'exposer, donc de prendre le risque, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, quand tu t'exposes, on est en 2026, tout le monde connaît le monde des réseaux sociaux. Arrêtez de faire les chocs barres de oh là là, j'ai des haters. Tu t'exposes à des haters. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Par contre, venir s'en prendre aux gosses, là, par contre, je dis c'est d'une bassesse. Déjà parce que les gamins, ils peuvent pas se défendre. Deux, faut vraiment être un moins que rien pour être un adulte et s'en prendre à un enfant parce que t'aimes pas sa mère ou t'aimes pas son père. Je dis pas d'avoir, comment dire ça, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont analyser le comportement, etc. Par exemple, tu vas avoir des articles. Par exemple, là, moi, je vais faire une vidéo qui sera dans ma newsletter où je vais relayer les témoignages des ex-enfants stars, enfants de vlogueurs, enfants d'influenceurs vlog, qui exposaient leurs enfants, qui exposaient leur vie. Et je vais donc vous partager leurs témoignages. Comment, en fait, le fait d'être exposé a détruit leur vie, a détruit leur avenir. Mais venir cracher une haine sur un enfant, s'en prendre à lui ou le filmer à son insu contre l'avis des parents, etc., parce que la maman, elle est connue, le papa, il est connu, il faut avoir un pet au casque. Il faut vraiment avoir un pet au casque. OK, voilà. Donc, elle s'est exposée, c'est vrai, mais s'en prendre à son enfant, moi, je trouve ça très petit. Vraiment. Filmer les enfants des gens, c'est une folie. Non, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Moi, c'est pour ça que ça m'est arrivé que des curvistes, elles me reconnaissent dans la rue et j'étais avec mon gamin. Fallait voir comment je flippais. Et je n'étais pas très avenante parce que j'avais peur pour mon gamin. C'est-à-dire, je me plaçais devant lui comme ça. Je dis, j'étais surprise. Merci, Sussonès, pour ton don. J'étais surprise, donc je me plaçais devant lui parce que je voulais pas que mon fils soit pris en photo, en fait. Même si mes abonnés ont été respectueuses, mais ça m'est arrivé au salon de coiffure, ça m'est arrivé en ville. J'ai tremblé. Par contre, j'ai une curviste qui m'a croisée quand j'étais seule. Là, par contre, j'étais détendue, quoi. Je parlais avec elle normal et tout. Mais je me rappelle, les autres, je leur ai dit, je vous en supplie, prenez pas mon fils en photo, par contre. Et elles ont respecté ça, OK? Voilà. Il y en a même un qui m'avait croisée devant l'école de mon fils et tout. Donc, voilà, on ne touche pas comme ça aux enfants. Voilà. Si vous n'avez pas quelque chose de constructif à dire, laissez-le, voilà, avec ses gamins, laissez-la tranquille. C'est bon. Surtout que le gars en question, on a bien vu que c'est un gros bâtard.
pour éviter que le peuple noir ait des références de réussite, sinon ils pourront s'émanciper. Le racisme a poussé le peuple noir à douter de leurs propres ressources, richesses, culture, beauté. Et après, t'as des gens comme Sarkozy qui viennent dire que les Noirs n'ont pas assez marqué l'histoire. Alors, maintenant, on va passer à un autre gossip moins intéressant. On va passer à Adé Laurent. Adé Laurent qui a réagi à la loi sur le permis de tuer de la police. Je soutiendrai toujours la police. Genre, moi, je suis un des rares influenceurs, les gars, qui restent en France, qui habitent en France, en Ile-de-France, qui fait du contenu en France. Et j'ai besoin de la police. Moi, je ne me bagarre pas. Moi, je n'insulte pas. Moi, il y a un problème, j'appelle la police. J'ai trop à perdre de me bagarrer. J'ai trop à perdre d'être violent. J'ai trop à perdre d'être dans des histoires de bagarre. Si la police n'existe pas, comment je fais? Et sachez que la police, en France aussi, ce sont les premiers généralement qui se font agresser. Qui se font agresser H24. Bien sûr. Donc moi, le mec qui est contre cette nouvelle loi, quand il a les couilles de venir caillasser les keufs, et ben là, il va avoir les couilles d'avoir du retour dans sa gueule. Voilà, je ne parle pas de tirer, je te parle d'un keuf, il va pouvoir lui mettre une patate maintenant. Tu as bien les couilles de lui balancer en légitime défense. En légitime défense. Voilà. Sauf que ce que Adé Laurent n'a pas bien compris, c'est que la légitime défense n'est pas prévue par cette loi. Ok, ça veut dire que de fait, un policier, même s'il est un petit peu mal luné, il pourra, sans même avoir été agressé, sans même avoir été victime de quoi que ce soit, s'en prendre à un citoyen. Et c'est ça que les gens déplorent. Personne n'est contre la police. Nous, on est pour les bons policiers et non pas pour les cow-boys qui font de l'excès de zèle. Mais bon, Adé Laurent dit que ce sont les policiers les victimes. Et c'est vrai que beaucoup de policiers sont victimes de comportements de racaille. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Et ils font un métier très difficile et ils sont le dernier rempart entre le chaos et la civilisation dans certains pays. Je suis entièrement d'accord avec ça. Personne n'est contre la police. Les gens sont contre l'abus de pouvoir, ce qui n'est pas la même chose. Donc, Adé Laurent, ce que je vais opposer à ton argumentaire, le témoignage d'un ancien sous-préfet français blanc qui est venu exprimer sa crainte concernant ce qu'est devenu la police aujourd'hui. Encore une fois, je tiens à préciser à mes racistes qui me suivent que ce ne sont pas mes propos, mais celui d'un sous-préfet blanc qui dit que la police n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, on a tellement baissé le niveau en termes de diplôme qu'aujourd'hui, des personnes qui ont 7 de moyenne peuvent devenir policiers et des personnes qui sont constamment nerveuses, en excès de zèle et mal formées font partie de la police. Et c'est ça qui l'effraie parce que la police n'a plus son prestige d'avant et n'a plus les exigences qui permettaient d'éviter justement les bavures. Et qu'aujourd'hui, même lui, en tant qu'ex-sous-préfet, homme blanc a peur de ce que la police est devenue et des dérapages. Écoute les gars parler, c'est des voyous. Ils parlent comme des voyous et comme des teubés en plus. Vraiment comme des abrutis. Et c'est hyper inquiétant. À la limite, tu vois, moi je pourrais accepter que le flic il soit vraiment énervé. Là, tu vois, ça fait 10 heures qu'il est sur le terrain, il pète un câble. Mais là, les gars, ils sont pas énervés, hein. C'est leur mode de fonctionnement. Ils sont pas énervés, ils sont pas fatigués. C'est leur mode de fonctionnement. C'est des voyous, ils parlent comme des voyous, mais vraiment comme des voyous de basse catégorie, quoi. Il y en a un qui parle, qui dit, mais celui-là, c'est un abruti. Et lui, il a un flingue, il a une matraque. Et si une personne a sermenté, quand il fait un PV, sa parole, elle vaut plus que la tienne. Donc il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. S'il n'y a pas de preuve, c'est lui qui a raison. Donc c'est super inquiétant, ce recrutement. Et là, comment on va gérer, parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau. Comment on va gérer tous ces gens-là qui sont dans tous les services de police, là, qui n'ont pas le profil psychologique pour ça. On les voit en manifestation, il y a des mecs qui, c'est jouissif pour eux de tabasser, mais t'as rien à faire dans la police. Va faire du MMA. Je dis clairement, je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé. Donc moi, j'ai été sous-préfet de 2003 à 2008. Et j'avais vraiment un attachement à la police. Je trouve que c'est un métier difficile, vraiment difficile. Ils sont quand même confrontés au côté le plus obscur de l'être humain, à toute la misère sociale et tout ça. Moi, je le dis souvent, mais j'ai dit, ils gèrent de la merde toute la journée, quoi. C'est ça le job de policier. Et donc, j'avais un capital sympathie élevé pour la police. Donc moi, imagine, j'avais un capital élevé, sympathie élevé pour la police. Après quelques années de mobilisation, je suis en colère contre eux. Alors imagine le citoyen lambda qui n'avait pas d'avis sur la police, mais lui, il a la haine des flics. Les jeunes, là, on fabrique des générations entières anti-flics. J'ai souvent pris leur défense, et je continue à le dire, c'est un métier vraiment difficile. Mais zut, quoi.
Il y a un moment, les gars, assumez, quoi. Vous êtes plus défendables. Il y a un vrai problème dans le recrutement de la police. Alors, il y a ces histoires de notes là qui sont baissées de plus en plus. Enfin, on recrute à 8 ou 7 sur 20. C'est allô, quoi. Voilà. Et ça, ce sont donc les dires d'un préfet qui a toujours été du côté de la police, qui a toujours soutenu nos forces de l'ordre. D'ailleurs, respect à eux, parce qu'ils font un métier très difficile, comme ils le disent, mais qui s'inquiètent de ce que c'est devenu. Voilà. Alors, si lui, il s'inquiète, alors que c'est une personne privilégiée, ancien fonctionnaire, alors nous, les Renois et les Maghrébins, qu'est-ce qu'on devrait ressentir? Si lui, il est inquiet, qu'est-ce qu'on devrait ressentir, nous? OK? Donc, c'est pour dire à Adé Laurent qui se croit à l'abri parce qu'il pense que les policiers, la loi du permis de tuer ne va toucher que les racailles, hein, comme il dit. Ben non. Parce que là, monsieur le sous-préfet, ex-sous-préfet, dit que ce sont des cow-boys qui tapent sur tout ce qui bouge juste parce que ça leur fait plaisir. Pas parce qu'ils sont en légitime défense, pas parce qu'ils sont en danger, pas parce que la personne l'a mérité ou qu'elle a fait de l'un. Juste parce que ça leur fait plaisir. Donc, Adé Laurent, fais gaffe. Et comme j'ai dit dans mon précédent live, il n'y a pas les plus grands tueurs de blancs, ce sont les fascistes. OK? Voilà. Alors, s'ils se croient à l'abri parce que... donc, l'ONU, voilà, parce que si un sous-préfet français blanc, c'est pas assez comme témoignage, je vais donc mettre comme vidéo la sonnette d'alarme qui a été tirée par l'ONU elle-même, l'Organisation des Nations Unies, qui s'inquiète de ce qui est devenu la police en France et particulièrement du racisme qui grimpe dans la police française. C'est l'ONU, c'est pas moi. Le moment est venu pour la France de s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Nous soulignons également l'importance des rassemblements pacifiques. Non, ce n'est pas la première fois. Comme les commentaires qui ont été exprimés ce matin par la porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme sur l'inquiétude de l'utilisation excessive de la force, du meurtre, parce que le vocabulaire utilisé par le Haut-Commissariat est très fort concernant la situation, est en fait une nouvelle déclaration. Au début du mois de décembre 2022, le Comité des Nations Unies en charge de l'élimination de la discrimination raciale avait émis un dossier sur la situation en France et avait particulièrement souligné le fait qu'en France, certaines méthodes policières étaient utilisées envers, particulièrement qui visaient des minorités telles que des minorités qui sont des descendants africains, arabes ou autres, et qu'on utilisait également les arrestations de manière arbitraire et excessive. Vous avez entendu? L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, parle d'arrestation arbitraire, ça veut dire non justifiée, et à la tête du client. OK? Donc, je répète, arrestation arbitraire. Ça veut dire tu passes par là et tu te fais arrêter par un flic un petit peu zélé qui vote extrême droite. Tu n'as rien fait. Tu passes par là. Tu es noir, il t'arrête. Mais aujourd'hui, on ne pourra plus prouver l'innocence de la personne. Tu ne pourras plus prouver que tu passais par là. Le policier, automatiquement, sera considéré comme en légitime défense. Même si toi, tu n'as rien fait, tu passais juste par là, ça va être maintenant à toi de prouver que tu passais par là. Mais lui, automatiquement, il sera considéré comme innocent. Alors qu'avant, c'était le contraire. Il devait prouver que ton arrestation était légitime et qu'il faisait son travail comme il faut et qu'il n'a pas fait d'abus de pouvoir. Maintenant, ça va être à toi de prouver que ton arrestation... Alors, imagine à ce moment-là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de témoin. Voilà. Pour cibler particulièrement ces groupes de la population. Et nous nous souvenons qu'en 2019, mars 2019, la haut-commissaire des droits de l'homme de l'époque, Madame Michelle Bachelet, avait également souligné l'utilisation excessive de la force
par la police dans les manifestations des Gilets jaunes. Mais le Haut Commissariat des droits de l'homme souligne également… Vous avez entendu que le Haut Commissariat des droits de l'homme, je précise bien, a parlé donc des Gilets jaunes, qui sont des Blancs. Et qui ont subi eux aussi. Adé Laurent, si tu te crois à l'abri. Sache, Adé Laurent, qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne t'aiment pas. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui ne t'aiment pas. Et dans la police, t'as beau leur faire un blowjob, t'as beau leur éplucher la banane jusqu'à l'os, et n'en démord pas que certains policiers t'aiment pas. Ils n'aiment pas ce que tu représentes, ils n'aiment pas le fait que tu kennes à gauche à droite pendant que eux, c'est ceinture. Il y en a qui t'aiment pas. Donc, tu peux tomber sur un des policiers comme ça qui te suit sur les réseaux, qui t'aime pas, qui a une matraque et tout ce qui va avec. Ok, personne n'est à l'abri. Dans un État fasciste, personne n'est à l'abri. Ni les femmes, ni les enfants, ni les blancs, ni les pauvres, ni les riches, ni les intellectuels. Personne n'est à l'abri. Parce que ce sont des gens qui ont la haine dans le cœur. Et quand ils n'ont plus de victimes étrangères et basanées à qui s'en prendre, ils se retournent contre… C'est le serpent qui finit par se mordre la queue. Ils finissent par se retourner contre leurs congénères. OK ? Voilà. Je rappelle encore une fois de plus, apparemment, Adé Laurent n'est pas allé très loin à l'école où il devait dormir pendant les cours d'histoire, que le H, le mec moustachu, les premières personnes à qui il s'en est pris quand il arrive au pouvoir, ce sont les Allemands blancs de la haute société et également de la classe moyenne et les scientifiques. Il n'a pas commencé par les feuges, il a d'abord commencé par les whiteys. OK ? Voilà. Le fait qu'il encourage la population française à défiler ou manifester dans le calme. C'est vraiment à mon tour d'être choquée. On a quand même une classe politique, même médiatique, je suis désolée, qui ne se rend pas compte de ce qui se passe. La France est pointée du doigt par tous les pays d'Europe en ce moment et par l'ONU pour ce qui est en train de se passer en termes de violence policière. Et là, on a un ministre qui nous dit on va condamner les parents. L'ONU a dit ce matin que la France devait régler son problème de racisme dans la police. Non, mais c'est pas rien, l'ONU, excusez-moi. Enfin, pardon, tu peux… Je trouve que la ministre aurait dû Non, mais excusez-moi, l'Allemagne, le porte-parole du gouvernement allemand dit aussi qu'il est inquiet. On a des statistiques extrêmement mauvaises. La France et la… Vous vous rendez compte que l'Allemagne… Eh Seigneur. L'Allemagne, ceux qui ont fait 2 guerres mondiales, gouvernés par un raciste. Ouais, parce que quand les racistes arrivent au pouvoir, voilà ce qui arrive, hein, des guerres mondiales. C'est tout le monde qui souffre. L'Allemagne est inquiète de ce qui se passe en France. Non mais, Seigneur. Alors, c'est le multivers. C'est le multivers. Même les Allemands, même les Allemands, ils sont choc-barres. Même eux, ils disent « Ah, ça va trop loin, frère. » Vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à choquer les Allemands? Ah, les pires cisserats de l'histoire, après les Américains, ils ont réussi à les choc-barres. Non, mais c'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire. Police la plus meurtrière. Pour les enfants, non, mais, pardon, mais en fait, tout ce qui se passe là, c'est parti de là. Est-ce qu'on peut quand même aussi parler de ce sujet-là? C'est vrai que le reste de l'année, il se passe rien. Il y a 377% de plus de morts par la police en France qu'au Royaume-Uni. 50% plus qu'en Allemagne. Est-ce que c'est des pays qui n'ont pas de problématique sociale? Voilà, ok. Bon, il y a un jeune TikToker blanc, pareil, hein, qui a répondu à Adé Laurent. C'est pas un hasard si les Blancs minimisent le permis de tuer de la police en disant « si tu fais rien, il t'arrivera rien ». Ils savent parfaitement ce que ça veut dire, ce permis de tuer. Ça permet d'exclure une partie de la population, les Arabes et les Noirs, dans les quartiers, dans la précarité, pour avantager les autres. Ça sert à ça, le racisme. Pas seulement oppresser des gens, mais avantager des gens en oppressant d'autres gens. C'est pour ça que des gens votent RN. Ils ont parfaitement compris l'intérêt du racisme. Pénaliser des groupes humains pour en avantager d'autres. Le racisme a été créé pour ça, avantager certains groupes humains. Mais les électeurs du RN ne comprennent pas que la bourgeoisie a un appétit sans fin. Une fois que tu auras totalement déshumanisé les Arabes et les Noirs, il ne restera plus que les Blancs, et donc il faudra à nouveau trier parmi les Blancs, et donc on commencera par les hommes et les femmes. Les femmes perdront encore plus de droits qu'elles en perdent aujourd'hui. Les hommes seront aussi triés, avec un eugénisme, avec peut-être la couleur de cheveux, les blonds, les… On va effectivement, rappelez-vous hein, que le H, il avait discriminé les Blancs même entre eux, en privilégiant les blonds aux yeux bleus par rapport aux bruns aux yeux foncés. Alors que lui-même était brun aux yeux foncés. Voilà.
bruns. Ensuite, parmi les blonds, eh bien, on calculera peut-être le QI. En fait, la hiérarchie n'a pas de limite dans le capitalisme. Pourquoi? Parce que le capitalisme, c'est une société où le collectif nous a abandonnés. Nous sommes livrés à nous-mêmes, que ce soit les travailleurs et même les bourgeois. Et donc, nous sommes en concurrence perpétuelle. Nous devons garder des parts de marché et nous devons donc surtout avoir une croissance infinie. Une entreprise qui demain stagne va mourir l'année d'après parce que ses concurrents vont pouvoir prendre sa place. Voilà pourquoi le capitalisme détruit la nature, détruit l'environnement, détruit tous les cycles de la nature, va nous amener à des canicules horribles. On va tous crever de chaud parce qu'il a besoin d'une expansion infinie pour préserver ses parts de marché. Nous devons collectiviser l'économie, arrêter de l'individualiser, mais la faire ensemble. Et d'ailleurs, ce qu'il est en train de dire est très intéressant quand il dit que une entreprise doit s'expandre, sinon elle décède. Hein, voilà. On peut l'utiliser comme allégorie, vous savez, pour les partis d'extrême droite et les fascistes. C'est un parti qui a besoin de ce qui se nourrit de la haine. Sans haine, ce parti meurt. Donc, ils ont toujours besoin d'avoir une victime, d'avoir une cible à haïr. Et quand nous ne serons plus là, parce que je pense qu'on va partir, j'espère qu'en tout cas qu'on sera nombreux à partir, quand nous ne serons plus là, et donc ils n'auront plus de basanés à qui s'en prendre, il faudrait bien qu'ils trouvent une cible. Il faudra bien qu'ils nourrissent la haine de leurs électeurs, de leurs partisans. Avec quoi ils vont la nourrir? Une fois qu'il n'y aura plus de Maghrébins, une fois qu'il n'y aura plus de Renois, il n'y aura plus d'Asiatiques, ils vont s'en prendre à qui? Ils vont s'en prendre aux blonds, ils vont s'en prendre aux bruns, ils vont s'en prendre aux roux. Après, ça va être quoi? Ils vont s'en prendre à quoi? C'est de la classe moyenne? Sans haine. C'est le moteur, c'est leur moteur. Sans haine, ces partis-là ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas donc avoir de subventions et vivre au crochet de leurs abrutis d'électeurs. Donc, pour que la roue continue à tourner, il faut trouver des cibles encore et encore et encore et encore et encore. Et ce sera les femmes, ce sera les enfants, ce sera les handicapés, ce sera les malades. Ils vont toujours trouver quelqu'un à haïr. Parce que leur problème, ce n'est pas la délinquance, contrairement à ce qu'ils disent. Leur problème, c'est que leur cœur, il est malade. OK? Leur cœur, il est malade. Et collectiviser, ça a des désavantages. Il faudra parfois nettoyer le cul d'un vieux qu'on ne connaît pas. Il faudra s'occuper d'enfants qu'on ne connaît pas. Mais à la fin, on sera tous bien nourris. On ne sera pas pollués. On mangera bien. On aura un monde gratuit, des richesses partout accessibles pour tout le monde. Mais voilà, la contrepartie, c'est qu'il faudra ramasser des pommes de terre le samedi matin. Si on ne fait pas ça, on va tous crever. Alors, je ne sais pas si le capitalisme a ses limites ou pas. Moi, je ne suis pas assez expert par rapport à ça. Adé Laurent, vous savez, je vous ai dit depuis un moment que je le soupçonne d'être payé par l'extrême droite. Okay, je le soupçonne d'être un de ces influenceurs qui est financé par l'extrême droite. Parce qu'au début, il faisait beaucoup de discours peace and love, moi j'aime tout le monde. Et son discours a beaucoup changé depuis un certain temps. Et je pense que ce n'est pas anodin. Et c'est le cas d'énormément d'influenceurs masculinistes au fond de la salle de sport qui n'ont rien dans le ciboulot. Je pense tout simplement que ce gars est financé par l'extrême droite et il ne fait que me le confirmer de jour en jour. Et ce que je trouve drôle, c'est que ce gars-là se croit à l'abri. Et cette loi du permis de tuer ne le dérange pas parce que pour lui, ça va toucher que les Noirs et les Maghrébins. Voilà. Donc pour tous les Renois et les Maghrébins qui sucent Adé, voilà le vrai visage de ce gars-là. Je vous dis que vos influenceurs télé-réalité pour lesquels vous m'avez harcelé pendant des années, ça fait 4 ans que je vous dis, ces gens-là sont tous racistes, tous négrophobes, tous. Ils en ont rien à cirer de vous. On ne me croyait pas à l'époque. Ouais, BCS, tu abuses. Ceux qui me dénigraient le plus et qui m'ont fait le plus la guerre, qui m'insultaient le plus en commentaire, c'est ma propre communauté. Quand j'ai dénoncé Dylan et son comportement envers nos enfants, et son association à la con, là, qui c'est qui m'a fait le plus la guerre, qui m'a le plus insulté pour défendre Dylan, c'est ma communauté. Quand j'ai commencé à vous dire que vos Sarah Frézou, vos machins, là, ils en ont rien à foutre de vous, les Renois. C'est un peuple, c'est un groupe de racistes. Tous ceux que vous sucez à longueur de journée, là, vous regardez là, ah ouais, moi je suis fan de Fidji, ah, moi je suis fan de Kevin, moi je suis fan de Kerala. Ils en ont rien à faire de vous, les Renois. Je me faisais insulter par ma propre communauté. Et comme Dieu est grand, le temps a fait son œuvre. Maintenant qu'ils savent entre eux que bientôt le RN va venir au pouvoir, que ça sera bientôt l'heure de leur heure, le jour de leur jour, ça se libère, la parole se libère. Ils montrent chacun leur vrai visage. Citez-moi un seul d'entre eux là qui est venu dénoncer cette loi.
Un seul de vos influenceurs maghrébins ou blancs qui est venu dénoncer ça. Les seuls qui parlent, c'est les Renois. Et encore, c'est les TikTokers, c'est pas les gens de télé-réalité. Quand je pense à toutes les fois où je me suis fait insulter parce que tout simplement, j'avais dit une vérité que j'avais vue, j'avais 3 trains d'avance sur vous. 3 trains d'avance. Maintenant, parlez encore. Donc, du coup, on va laisser Adé Laurent et on va passer à une autre Cisra d'extrême droite, Anéa. Ok, Anéa qui a détruit son mari en plein direct et devant sa mouille. Vous savez que la dernière fois, elle a taclé Mila par rapport à son mari en disant que Mila, elle a mal coffré. Voilà, elle a pris un mauvais mari. Mais comme Anéa, elle est schizophrène, voilà, ça, dans sa tête, ça tourne pas rond. Et je vous avais dit, et je ne change pas de bouche par rapport à ça, même si j'ai apprécié la sortie d'Anéa par rapport à Mila, j'avais quand même dit en fin de live ou en début de live que je ne suis du côté d'aucune d'entre elles. Et à la fin de mon live, je vous avais dit que Anéa et toutes ces meufs, il n'y en a aucune qui a bien coffré. Ok, elles font toutes semblant, mais elles toutes, elles ont pris des maris, elles sont malheureuses dans leur relation. Autant Anéa que Mila et toutes autres. C'était ma conclusion dans mon live sur leur clash. Ok, Anéa a confirmé, donc, et après ça, j'ai prouvé mes dires dans une vidéo. Et là, maintenant, Anéa, elle enfonce le clou. Voilà, 4e clou dans le cercueil qui confirme ce que je vous ai dit. Elle-même, là, elle a mal coffré. Elle a fait un live et en plein live, alors que son mari est à la maison, elle le détruit. Moi, je voulais qu'il rentre et qu'il me donne de l'affection et tout, mais il est toujours très introverti et un peu dans sa bulle. Moi, je me suis refermée, j'en ai marre parce que moi, je suis très extravertie, je donne beaucoup, mais parfois, j'en ai marre en fait. J'ai besoin aussi d'avoir de l'attention, d'être valorisée, mise sur un piédestal. Quand t'es à la maison, femme aimante et soumise, ça va 2 secondes. Ouais. Non, mais you know, like I'm angry against you. Why? Because you came home and like you were expecting I don't know what, and me, I needed like also like the attention and the love that I deserve after these 3 weeks. I think what happened is we both came to each other like with not much to give to each other. Je sais, j'ai lu aussi ChatGPT, il m'a dit la même chose. Moi, j'en ai marre. Me, I give when you... La meuf, elle gère son mariage avec ChatGPT quand même. Hein. Voilà. On va laisser les sous-titres de leur conversation. Là, tu détruis ton mari en direct parce que tu te sens seul et que tu es en manque d'amour. Dis-le lui à lui, déjà. Nous, en quoi ça nous regarde? Après, ils vont venir nous dire, ouais, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Mais pourquoi tu nous mêles à ça? Et en plus de ça, scène ultra gênante, son mari, il est présent. Et elle parle en français. Il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne comprend pas ce qu'elle dit parce qu'elle parle en français. Et après, elle vient de dire, oui, j'ai demandé à ChatGPT. Non, mais ChatGPT, je crois que c'est l'une des pires créations de l'humanité. Hein. Moi, je voulais qu'il rentre et qu'il me donne de l'affection et tout, mais il est toujours très introverti et un peu dans sa bulle. Moi, je me suis refermée, j'en ai marre parce que moi, je suis très extravertie, je donne beaucoup, mais parfois, j'en ai marre en fait. J'ai besoin aussi d'avoir de l'attention, d'être valorisée, mise sur un piédestal. Quand t'es à la maison, femme aimante et soumise, ça va 2 secondes. Ah, elle en a ras-le-bol d'être une tradwife, la mormone. Elle qui nous a vendu sa vie rêvée de Charlene Gals, elle en a ras-le-bol de la petite maison dans la prairie. Voilà, elle en a marre des tabliers et des cupcakes. Alors, Anéa, hein? La vie de rêve est terminée? Elles sont toutes comme ça. Toutes ces tradwives, elles finissent par en avoir ras-le-bol de leur vie ennuyeuse. Ok? Voilà. Elle nous a vendu ça comme le symbole ultime de la féminité, l'avenir auquel toutes les femmes doivent tendre, jusqu'à nous dire vous devez, vous les femmes, faire beaucoup d'enfants. La meuf, elle est là en train de sombrer, en partir dans la dépression. Elle est de plus en plus vilaine chaque jour et elle veut nous attirer dans sa chute. Non, ma chérie, reste dans ta vie de tradwife. Nous, on n'entre pas là-dedans. Voilà. Nous, on aime prendre des cocktails avec nos copines. On aime voyager. On aime que notre mec fasse la vaisselle et le ménage. On aime aller travailler pour pouvoir se payer des cocktails et des spas et des massages. Et des voyages à Cancun et à Marrakech. Garde ta vie de tradwife, nous, on n'en veut pas. Si nos mères, elles en sont sorties, c'est pas pour rien, ok? Voilà. Tu te crois plus intelligente que nos mères? Voilà maintenant. Non, mais you know, like I'm angry against you. Why? Because you came home and like you were expecting I don't know what, and me, I needed like also like the attention and the love that I deserve
after these 3 weeks? I think what happened is we both came to each other like with not much to give to each other. Je sais, j'ai lu aussi ChatGPT, il m'a dit la même chose. Moi, j'en ai marre. Me, I give. Elle a tellement pas d'amis, elle gère sa vie de couple avec ChatGPT. When you were not there, I motivate you. Now I'm done. Like I don't have any more reserve. Yeah, I know that encouragement was amazing. Ouais, moi, j'ai pas trop d'affection, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que quand un mari est absent pour le travail, il doit faire des efforts pour rien. Alors comme ça, Anaya, on est malheureuse. Elle qui se moquait de Mila en mode ouais, non, mais t'as mal coffré, meuf. C'est triste comme situation. Elle peut te renvoyer la balle, du coup, hein, et te dire que c'est triste comme situation, hein, ce qui t'arrive. Ah. Et tellement ne pas avoir l'attention de ton mari que tu te retrouves à devoir te confier à ChatGPT. Enfin, les deux, elles ont une vie de dé, en fait. Les deux, elles ont leur mariage, ça donne pas envie. Leur mariage, ils sont le foin. Ça donne pas du tout envie, quoi. Les deux, elles sont seules. Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas avec Anea, c'est qu'elle reproche à son mari de travailler. Pendant que elle est dépensière. Mais ma chérie, vous avez maintenant des enfants. Tu dépenses l'argent comme pas possible. OK? Il faut bien qu'il bosse pour assurer ton train de vie. Et le mec, il cumule 2 emplois pour qu'elle puisse être dans la cuisine à parler à ChatGPT, à faire des lives TikTok. Dans sa cuisine. On ne peut pas avoir... Ça, c'est le problème de nous, notre génération, et je m'inclus dedans. Hein. On veut tout avoir. On veut avoir le beurre, l'argent du beurre et le fiac de la crémière. Elle veut un mec qui l'arrose financièrement. Elle ne veut pas travailler. Elle veut un homme qui bosse pour elle et ses enfants pendant qu'elle reste à la maison. C'est son droit. Elle veut un mec qui gagne suffisamment d'argent pour lui assurer un train de vie, mais en même temps qu'il soit à la maison. Ma chérie, si tu veux un mec qui est toujours à la maison, qui est toujours attentionné, toujours relié avec toi, épouse un chômeur. Lui, il aura le temps de te faire des papouilles et des mamouilles. Il aura le temps d'aller se promener avec toi au parc, d'aller avec toi au machin, au restaurant, mais c'est toi qui vas payer le resto par contre. Il aura tout ton temps. Mais un gars ne peut pas se dédoubler. Il ne peut pas cumuler 2 emplois pour t'assurer un train de vie et être là en même temps. C'est humainement impossible. Donc, soit tu acceptes que ton gars cumule plusieurs emplois pour te faire vivre et toi, tu seras seul. Soit tu acceptes la solitude. Soit tu acceptes que le gars soit là, mais qu'il soit au chômage. Soit tu acceptes la pauvreté. Soit tu acceptes... Non, tu ne peux pas tout avoir, c'est pas possible. Je suis fatiguée des femmes au foyer qui se plaignent que leur mari travaille. Franchement, vous n'avez vraiment pas de problème dans la vie. Et le pire, c'est qu'elles les ont épousées justement parce que les mecs, ils bossent. Pour ensuite leur reprocher. Ah, mais t'es jamais lâche, en manque d'affection, machin. Dans ce cas-là, prends un mec qui est au SMIC. Voilà, prends un mec qui a qu'un seul emploi ou un chômeur. Et lui, il aura tout ton temps. Voilà, c'est tout. Le mariage, c'est pas rose tous les jours comme toutes les relations. Mais bien évidemment, et justement, ce qu'on déplore, Lou, c'est qu'elles passent leur temps, ces influenceuses, à faire croire aux gens que leur mariage, il est idyllique. Tout ça pour se faire voir. Tu vois un peu? Aucune des deux, leur mariage donne envie, c'est du vent. Même le couple de ma sœur donne plus envie. Elles sont toutes égales, peu importe le mode de vie qu'elles vendent et veulent faire croire et leur vie parfaite. Alors que ce n'est pas le cas. Ça sent la séparation. Je ne sais pas si elle va se séparer de lui, mais en tout cas, tout comme Mila, elle n'est clairement pas heureuse. Hein. Il se doit d'honorer l'ego de Laura Ingalls, voyons. En plus, ça se voit que Marlo subit ses caprices. Regardez la posture de Marlo. T'aimes la posture du boug. Regardez sa posture. Elle dit qu'elle n'est pas épanouie, mais lui non plus, il n'est pas épanoui. Hein. On sent vraiment le mec qui en prend plein la tronche. Hein. Plein la tronche. C'est fou, hein. Voilà, faites un gros mot sur la tête de son mari, il a les nerfs. Comment ne pas... Moi, je le trouve même très soumis. Hein. Il a une position de soumis, là. Moi, je pense qu'il aime sa femme, hein, mais... Une femme exigeante comme ça, qui en demande encore et encore et encore et encore et encore et encore. Si tu veux voir plus ton mari, ma chérie, va travailler. Comme ça, lui, ça va l'alléger.
il n'aura plus besoin de cumuler 2 emplois pour te nourrir. OK? Il fera qu'un seul boulot. Toi aussi, de ton côté, tu vas bosser. Lui, ça l'allège et vous pourrez passer plus de temps ensemble. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir en même temps. Il faut arrêter, quoi. Faut pas abuser. Alors, maintenant, on va passer à Neige. Neige, c'est une, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse très célèbre dans sa communauté, très suivie par sa communauté, par la communauté maghrébine. Moi, j'avais écouté un de ses sons il y a très, très longtemps, il y a 10 ans de ça, que j'appréciais, mais sans plus. Et donc, elle est dans une sauce. Pourquoi? Parce que elle est accusée par Akababe d'être une voleuse de mari, d'être en couple avec Issam Chebak. Issam Chebak, qui est un footballeur toujours marié. OK? Voilà. Il a une épouse et lui et Neige, c'est pas possible, c'est vraiment toutes des voleuses de mari. Il n'y en a pas une qui arrive à avoir un mec à elle. Hein. Anéa, à la rigueur, c'est la seule qui n'a pas volé le mari de quelqu'un. Donc, Neige est accusée d'être une chisa. D'être la chisa de Issam Chebak. Qui est Issam Chebak? Akababe on n'aurait pas parlé, j'aurais pas su qui c'était. Hein. J'ai même demandé à mes potes garçons s'ils connaissent Issam Chebak, ils connaissent pas. Dans quel club il joue? Je sais pas, je ne me suis pas renseigné parce que je m'en fous. Combien il gagne par mois? Je suppose qu'il est dans les 100K ou 200K parce que je vois pas Neige se retrouver dans une situation aussi humiliante avec un pauvre. OK? Donc, en tout cas, Akababe, il a balancé la sauce. Neige et Issam, qui est un homme marié, fricotent depuis 2-3 ans ensemble. OK? Voilà. El Mougou marie des gens. Oh, là encore vos stars. El Mougou marie des gens. Moi, ça me fait rire parce que vous savez, toutes ces chanteuses-là, R&B, pop, machin, elles adorent faire des sons où elles jouent les meufs mortelles. Ouais, moi, mon mec, il me trompe pas. Moi, je suis pas n'importe qui. Tu me trompes, ça dégage. Gna, gna, gna. Que des paroles qui ressemblent pas à leur vie. Pendant ce temps-là, là, elles sont toutes les chisas de quelqu'un. Elles sont toutes les deuxièmes bureaux de quelqu'un. Elles sont toutes les vides-burnes de quelqu'un. Mais dans leur son, là, maquillées, pimpées, botoxées, elles sont là à jouer les meufs qui, moi, on me la fait pas. Moi, j'ai des exigences, OK? Il n'y a pas n'importe qui passe par ma chambre à air, OK? Moi, je suis pas n'importe qui. Moi, je suis une meuf mortelle. Voilà. Pendant ce temps-là, elles se font bracata par des hommes mariés. Et je suis sûre que les hommes qui les mougoussent doivent bien rire quand elles les entendent chanter dans leurs chansons là-bas. Là. OK? Voilà. Donc, le gars, comme tout homme marié qui se respecte, quand Akababe a balancé que le gars, c'est un infidèle et un trou de balle, qui ne respecte pas sa femme et qui la trompe depuis 3 ans, OK? Parce que là, on ne parle pas d'un coup d'un soir. Hein. C'est une relation suivie. OK? Il a nié les faits. Il a osé dire, il a tenté celle-là quand même. Hein. Il a dit, c'est qu'une amie. Il allait contacter Akababe. Il lui a dit, s'il te plaît, gâte pas mon mariage. Neige, c'est qu'une amie. Il a essayé. Il a tenté le coup. Sauf que Akababe, il a l'épreuve. Il a dit, mais tu me prends pour un teubé? C'est qu'une amie et vous dormez à l'hôtel? Tu me prends pour un teubé? Donc, tout ça, ça prouve une chose, c'est que le Issam ne va pas quitter sa femme. Il n'a pas l'intention de quitter sa femme. Et que Neige, c'est que son vide-burne. Et si Neige, il lui reste un minimum d'intelligence, elle va se barrer de cette situation. Elle a perdu 3 ans de sa vie, ça arrive à n'importe laquelle d'entre nous. On a tout été la débilos ou le plan fiac d'un mec. OK? On est toutes passées par là et on va toutes passer par là. Je ne lui reproche pas d'avoir été bête en amour. On a toutes été et on l'est toutes en amour. OK? Peut-être qu'elle est amoureuse de lui ou de son compte en banque, on ne sait pas. On a toutes fait des mauvais choix. Moi, la première. Mais maintenant que tu as la confirmation que le mec ne t'aime pas et qu'il ne va pas quitter sa femme, c'est mieux tu pars, ramasse le peu de dignité qui te reste et tu pars. À la rigueur, même fais des vidéos, joue la victime, dis comme elles font toutes là. Je n'étais pas au courant qu'il était marié. Il m'a menti. Oui, OK, j'ai vu des photos de mariage chez lui. Oui, OK, j'ai vu la djellaba de sa femme dans le salon. Mais je pensais que c'était un trans, que c'était sa robe à lui, que de temps en temps, il aimait bien se faire des soirées un petit peu coquines où il s'habille en djellaba. J'aurais jamais cru que c'était la djellaba d'une femme, de sa femme. Oui, OK, j'ai vu des photos de lui avec une femme mariée avec un voile et une robe blanche.
Mais je croyais que c'était une fête déguisée, moi. Je pensais que c'était juste des photos souvenirs d'une soirée à thème. Je savais pas qu'il était marié, quoi. Ok, j'ai vu ses gosses. Mais moi, je pensais que ces gosses, il les avait plantés dans le jardin. Je savais pas qu'il les avait fait avec une femme. Ok, je suis la victime de cette histoire. Comme elles ont toutes fait, Mila, Jasmine, toutes, Ilona, toutes, même Jessica Chivna. Mais je suis la victime de cette histoire. J'étais pas au courant. 3 ans, t'es pas au courant que le gars est marié. Non, mais j'étais pas au courant. À la rigueur, fais ça, ça va passer. Pleure un peu, coule un peu les larmes, mets un peu de piment dans tes yeux avant de faire le live. Et puis ça va passer crème. Tu ramasses un peu ta dignité, tu pars. Voilà. Et puis tu te fais oublier. Et puis la prochaine fois, tu cherches un mec qui est libre. Voilà. Donc, lui, ça c'est là. Vous savez, ça me rappelle un truc qui m'a marqué d'un film. Je sais plus, le mariage de mon meilleur ami. Et à un moment donné, la fille, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de son meilleur ami qui va se marier. Et c'est Gwyneth Paltrow qui joue le rôle et tout. Et elle fait sa déclaration à son mari le jour de son mariage. Et la femme, et la fiancée, donc future épouse, elle entend la conversation. Et le mari, il se retourne et il voit que sa femme, elle a entendu la conversation. Et elle s'est mise à courir. Et qu'est-ce que le gars, il a fait? Il a couru après sa femme. Et là, Nana, l'amie qui est tombée amoureuse de son pote, elle va se confier à son bestie, à son meilleur ami garçon. Et son meilleur ami garçon, il lui dit, écoute, quand il y a eu la scène, quand tu lui as fait ta déclaration et que sa femme, elle l'a entendu et qu'elle s'est barrée, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réagi? Elle répond à son bestie, il a couru après sa femme. Il lui a répondu, sache que c'est mort, c'est sa femme qu'il aime. Parce que si c'est toi qui l'aimais, il serait resté avec toi. S'il a couru après sa femme pour arranger les choses, c'est que c'est elle qui l'aime. Oublie-le. Et c'est exactement le même cas avec Issam. La première chose qu'il a faite quand Akabeb a balancé la sauce, c'est dire « Ah, nanana, c'est renier Neige, c'est la renier. Non, mais c'est qu'une amie, arrête de gâter ma relation, c'est faux, je suis pas avec elle. » Alors, les footballeurs et darons de 2 enfants, Issam Shebak confirme sa relation avec sa maîtresse Neige dans mes DM alors qu'il ment ouvertement droit dans les yeux de sa vraie femme. Courage et soutien à Myriam. Les chippies sont avec toi. Méfie-toi de l'eau qui dort et d'Akababe. Du coup, c'est comment t'es avec Neige ou pas? Oui, on est ensemble, on apprend à se connaître simple. On est juste amis. Bah voilà, magnifique. Pourquoi vous assumez pas publiquement au lieu de salir ta femme comme ça, mentir à tout va et à tout le monde? Il répond oui, tu as raison. C'est qu'on se protège, on est pudique. On est pudique. Et les hommes. Les hommes c'est la pudeur. C'est parce qu'il est pudique qu'il se cache. Voilà, ça c'est la pudeur. Alors, voici ce que Akababe republie. Le footballeur Issam Shebak assume enfin officiellement être en couple avec sa maîtresse, la chanteuse Neige, pour justifier ses mensonges et le fait qu'il se cache. Il parle de pudeur et qu'il se protège alors qu'il est marié et père de 2 enfants. Apprenant la relation il y a 3 semaines, sa femme a immédiatement demandé le divorce et Issam a nié. Bravo à madame. Bravo, madame Shebak. Vous avez de la dignité, vous avez de l'honneur. Et a tout fait pour rattraper son mari. Sa femme a immédiatement demandé le divorce et Issam a nié. Voilà, c'est juste une amie. Et a tout fait pour rattraper son mariage. Parce que c'est sa femme qu'il aime au final. Neige, il ne va jamais la quitter. Jusqu'à dire qu'il avait juste dîné avec elle. En tout bien, tout honneur. Aujourd'hui, il assume publiquement en parlant de pudeur et de se protéger. T'as voulu mentir aux gens que ouais, c'est juste une amie, machin, il se passe rien. Il y a R, mais Akababe est là. Depuis qu'Akababe est là, vous pouvez dire adieu à votre vie privée. Akababe, il est pire que le KGB, le FBI, la NSA réunie. Méfie-toi de l'eau qui dort et d'Akana. Donc là, maintenant, le gars, voilà, il nie. Hein. Ah oui, t'as raison, c'est juste qu'on se protège. Tu sais très bien. Je sais, personne. J'ai essayé de la protéger, justement. Elle connaît la vérité. OK, voilà. Je crois qu'il parle de sa femme. Akababe qui lui dit, c'est beau, c'est pas beau la manipulation et les mensonges. Tu niais et tu essayais de sauver ton mariage il y a quelques jours. Mais là, je vais devoir parler et sortir les éléments que j'ai en ma possession. Mon cher Issam Shebak. OK? Donc là, un pressing de Akababe. Voilà. Alors,
Ça va, je fais le partage d'écran. Maintenant, je vérifie parce que la dernière fois, je n'ai pas vu. Issam Chebak, je te conseille sincèrement de répondre en interne avant que ça passe en public sur Akabeb et qu'on parle de ton joli week-end à Meaux, en charmante compagnie, mais pas que. T'es pas censé avoir une femme, toi, déjà. Voilà. Donc, après ce post, il a contacté Akabeb pour lui dire oui, mais tu sais, on était juste amis, c'était juste un dîner, un machin, je voulais protéger ma femme. Et bref. Alors, la sœur de Neige a réagi, sa grande sœur, je crois. Et c'est elle qui a encore plus enfoncé sa sœur. En fait, elle a fait une vidéo, soi-disant, pour défendre sa sœur, mais elle a encore plus enfoncé. Parce que jusqu'à présent, Akababe, il disait que ça faisait seulement 3 semaines que la femme, elle était au courant. Donc, il laissait planer le doute selon lequel ça fait pas longtemps que cette histoire a commencé. Sauf que la propre sœur de Neige, en soi-disant voulant la défendre, elle est venue apporter des détails supplémentaires. Et c'est elle qui est venue balancer que oui, Neige savait qu'elle était mariée. Oui, ça fait 3 ans que ça dure. Oui, le gars, soi-disant, il ne vit plus avec sa femme. Mais attention, ne la jugez pas. Alors, effectivement, Issam est encore marié avec son épouse, avec la mère de ses enfants, sur le papier. D'accord. Ça fait a priori 2 ans donc qu'ils ne vivent plus ensemble. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont encore mariés? Oui. Déjà, on n'avait pas trop notre mot à dire là-dessus. Mais s'ils n'ont pas divorcé, c'est qu'ils avaient leurs raisons, que c'était peut-être pas leur priorité à ce moment-là. Peut-être que lui, il estimait qu'il fallait laisser du temps. Ou que... Mais ça, nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Donc, toi, tu affirmes que Neige, c'est la maîtresse d'eux, alors que tu n'as qu'une version de l'histoire. C'est dans ça que je me dis, tu es une mauvaise thérapeute. Tu fais pas bien ton job, tu cherches pas. Sam, il a été clair dans son message à Kouakhala. Donc, Issam explique bien que sa femme est au courant de cette relation avec Neige, que probablement, je pense qu'il en a eu d'autres avant. Mais bon, il n'aurait pas dit ça s'il n'était pas séparé. Après, attention, je comprends et je conçois qu'elle puisse avoir les boules. Alors, je vais dire à la sœur de Neige, je comprends que tu vas défendre ta sœur, mais elle nous pose la question, donc je lui réponds. Elle nous demande si le fait que sa sœur Neige soit avec un homme marié qui est certes physiquement séparé de sa femme depuis 2 ans, fait de sa sœur une maîtresse. Ma réponse, et je pense que c'est communément admis et même juridiquement admis, la réponse est oui, ta sœur est une maîtresse. Et on ne va pas tordre la morale et la loi pour le bon plaisir de ta sœur. En tout cas, ce n'est pas son épouse. Dans la mesure où la polygamie n'est pas du tout légalisée en France et qu'il n'a pas épousé ta sœur et qu'il n'est pas divorcé officiellement de sa femme, Neige est sa maîtresse. Qu'il soit séparé physiquement ou pas physiquement, que sa femme vive sur Pluton et lui sur la Lune, tant qu'il n'y a pas le papier de divorce qui ont été signés, Neige est une maîtresse. Un 2e bureau, peut-être même 3e, 4e, on ne sait pas combien. Vous savez, c'est les hommes, hein, on ne sait pas combien de bureaux il a. Okay. Maintenant, il s'est retrouvé à devoir assumer parce que Akabeb lui a mis un pressing. Voilà. En tout cas, sa femme a demandé officiellement le divorce. Lui, il essaie de récupérer sa femme. Hein. Voilà. Donc, on sait déjà qui il est, mais on sait qu'en tout cas, maintenant, Neige, elle connaît sa position. La seule façon maintenant pour Neige de récupérer ce Issam, c'est que le divorce soit prononcé de façon définitive. Et là, elle peut espérer récupérer Issam et l'avoir pour elle-même. Mais vraiment, se battre comme ça pour un homme aussi infidèle et irrespectueux, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Pourquoi il n'a pas eu le temps de divorcer en 2 ans? Non, il n'a pas eu le temps. Il était trop occupé, apparemment. Il ne veut pas divorcer de sa femme. La preuve en est, la première chose qu'il a faite quand ta femme elle a découvert le truc, c'est de rattraper les choses et de récupérer sa femme. Voilà, c'est tout. OK? Bon. Alors, maintenant, on va passer à Ilona. Ilona, une autre Chisa de la Chisa Gang, ok, qui avait été avec le mari de quelqu'un. Et finalement, ça s'est mal terminé parce que elle est restée 2 ans, je sais pas combien, 2 ans, je crois, avec lui, ou 1 an, je sais plus, franchement. Et en fin de compte, elle a fini par le larguer. Voilà. Et elle s'est mise avec d'autres mecs entre-temps, avec qui ça n'a pas fonctionné. Le dernier en date qu'elle avait rencontré en soirée, qui était l'homme de sa vie, j'ai vu la lumière, ça y est, c'est lui, c'est le bon. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur cette histoire. Eh bien, lui aussi, ça n'a pas fonctionné. Merci, ma chérie, pour ton don.
Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Ilona? Toute honte bue, elle a essayé de retourner en arrière, récupérer son ex et père de son enfant, le même qu'elle attège parce qu'il n'était pas assez bien pour elle. Fréquenter une personne en sachant qu'elle est mariée, c'est une honte. Il n'y a pas d'excuse. Arrêtez de banaliser le fait d'être une maîtresse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je suis aussi d'accord avec le fait de tromper sa femme, d'aller voir ailleurs alors que tu as juré fidélité devant Dieu, devant les hommes, devant tes parents, devant les parents de la fille et tromper ta femme, c'est répugnant. Tu es une sombre dé. Voilà, tu n'es pas un homme, tu es un sous-homme. Au pire, tu veux plus de ta femme, tu divorces et maintenant, tu vas papillonner. OK? Voilà. Alors, au lieu de mettre ta femme en danger et lui ramener des MST. Alors, du coup, maintenant, elle veut récupérer son. Et comme elle a plus honte de rien, je pense qu'elle en est plus à ça près, Ilona, elle a carrément fait une vidéo de 5 minutes où elle raconte pour avertir son ex qu'elle veut le récupérer. Mais elle a essayé de le récupérer, mais elle a tapé poteau. Elle a tenté de récupérer le gars, elle a fait les démarches pour le faire, elle a contacté, mais le gars lui a mis un stop. Voilà. Beaucoup souffert, je vous l'ai déjà dit, récupérer quelqu'un qui me soufflait un peu le chaud et le froid. Oui, je t'aime, t'es celle que je veux, mais pas maintenant. Et au final, après, c'était oh non, t'es trop chiante, tu m'envoies des pavés, tu me saoules, j'en veux plus. Après, c'était mais je t'aime. Après, c'était non, je t'aime, mais pas maintenant. Et pour au final, hier, avoir droit à un droit dans les yeux, en fait, désolée, mais je ne t'aime plus. Et c'est totalement fini. Elle ressemble à Manon, non? Vous trouvez pas? J'ai très, 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 très mal au cœur, très honnêtement. Ma chérie, là, niveau son, je suis au max. Hein. Je peux pas faire plus, que ce soit l'ordi ou quoi, je suis au max. Donc, augmente le son de ton côté. Hein. Pas simplement parce que c'est fini, parce qu'en vrai de vrai, une rupture amoureuse, on sait qu'on va s'en remettre. On le sait, surtout quand on a 30 ans et qu'on en a vécu plus d'une. Tu sais que tu vas t'en remettre et quand les gens te disent mais un jour tu verras tu iras mieux et tu te diras que c'était ridicule de souffrir comme ça. Oui, je sais. C'est pour ça que je peux contrôler ma souffrance. Mais c'est surtout que j'ai mis cette relation à une hauteur. Mais une hauteur. C'est-à-dire que j'allais finir ma vie avec ce mec, mais genre, c'était sûr. C'était sûr. Et c'est pas parce que on s'aimait. C'est parce que c'était destiné comme ça. C'était écrit, genre. Ouais, c'était écrit. C'est pour ça que t'es plus avec. Non, BCS, elle parle de Maxime, pas du père de son enfant. Ah, ok. Mais c'est qui Maxime? Elle a eu beaucoup. Enfin, elle nous a montré beaucoup de gars. Donc, Maxime, c'est lequel encore? C'est le piment de sa sauce qu'elle a rencontré il y a 2 mois, là, en boîte de nuit? C'est lequel, le Maxime? En tout cas, on continue. Mais si c'était écrit, et si c'était destiné, si c'était mon âme sœur, si c'était mon âme jumelle, on s'appelait. Ma flamme jumelle. Eh Seigneur. Les histoires de flammes jumelles, ça finit toujours mal. Si c'était ça, bah, il serait toujours là. Et je le dis là pour vous qui me regardez. Des fois, on idéalise les relations et on les imagine tellement hautes que c'est ça qui fait du mal quand tu réalises que c'est pas du tout le cas. C'est une relation comme une autre. Il n'y a rien eu de spécial. Il n'y a rien de spécial. Rien du tout. Parce que si c'était spécial, moi qui connais toutes les circonstances. Elle parle du père de son enfant. Elle parle de son ex qu'elle voulait reconquérir. Bah oui, on est d'accord, elle parle du père de son enfant. Parce que moi, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est qu'elle s'adresse au père de son... Enfin, elle a essayé de récupérer le père de son enfant. On est d'accord, Lou, parce que là, on me dit le contraire. On me dit non, c'est pas lui, c'est le dernier là. Mais moi, de ce que j'ai lu comme info, c'est qu'elle parle du père de son enfant. Voilà. Le même qu'elle a jeté. Tout ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas être fini. Pas comme ça. Voilà, tu peux te perdre de vue, tu peux te séparer, te disputer, mais tu peux pas te séparer définitivement et ne plus aimer la personne au bout d'1 mois et demi de séparation. C'est pas possible. Si c'est si fort et si spécial, c'est pas possible. C'est que ça l'était pas. Et ce qui s'est passé hier m'a permis de me rendre compte de ça.
Donc je souffre plus qu'avant-hier. J'ai vraiment beaucoup plus mal. C'est très douloureux, j'ai du mal à respirer, c'est très, 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 très dur. Ben voilà. Pourquoi est-ce qu'on est venu m'induire en erreur, à me dire non, elle parle pas du père de son enfant. Arrêtez ça, hein. Arrêtez de me faire douter de mes infos quand j'ai juste. Ok? Voilà. Elles sont venues me discréditer en commentaire. Déjà, j'avais raison depuis le début. Elle parle du père de son enfant, le mec qu'elle attège là. C'est lui qu'elle veut récupérer maintenant qu'elle s'est fait tège par le dernier en date. Mais au moins, j'ai compris et j'ai remis la relation là où elle était, c'est-à-dire à une relation comme une autre. Il faut juste passer au-dessus. Et voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Il va y avoir des moments où ça va, où je vais danser, rigoler, m'amuser, sortir avec mes amis, kiffer ma vie. Et qu'il va y avoir des moments où ça va pas aller. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de la reconstruction. Et si vous êtes dans le même cas que moi, je vous souhaite de guérir le plus vite possible parce que c'est très douloureux. Le plus important, c'est mon fils. Le plus important, c'est que j'aille mieux pour lui, que je me reconstruise à ma manière, avec le temps qu'il me faut. Et j'ai déjà passé une grosse étape qui est la compréhension, la réalisation, ouvrir les yeux. Je pense que c'est le plus difficile à faire que rester dans le déni, à savoir. Et maintenant, c'est juste de la guérison. Voilà. C'était bas de long, hein. C'était bas de long. Et Ilona, cette fille, elle est mélangée dans sa tête, hein. Vous savez, moi, ce que je pense de Ilona, je pense qu'elle n'est pas faite pour la monogamie. Elle n'est pas faite pour la monogamie. Et je pense que c'est aussi un peu mon cas. Ilona, elle est polyandre. Et c'est une polyandre qui ne s'assume pas. En fait, c'est pas que les polyandres ne s'assument pas, c'est que la société actuelle en Occident, et même dans une partie de l'Afrique, n'accepte pas ou ne tolère pas la polyandrie. Ilona, elle a beaucoup trop d'amour à donner, si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu es là, tu ne peux pas te satisfaire d'un seul homme parce que tu vois que dans chacun de tes ex, il a une qualité que tu aimes. Et ça t'embête de devoir choisir. En fait, tu les veux tous parce que celui-là, il est romantique, mais celui-là, il est grave beau. L'autre là-bas, il mougou bien. Et un seul homme ne peut pas avoir toutes les qualités que tu recherches. Et toi, ce que tu rêverais d'avoir, c'est d'avoir la possibilité de tous les marier. Comme ça, tu n'auras pas à choisir entre celui qui est romantique et généreux, qui verse l'argent sur toi, mais qui n'est pas beau et qui ne mougou pas bien. Et tu n'auras pas non plus à laisser celui qui est beau, voilà, parce que lui, tu le trouves agréable à regarder, et tu n'auras pas non plus besoin de laisser celui qui est pauvre, mais qui mougou bien. Voilà. Si vous acceptez la polygamie, vous devez accepter la polyandrie. Nous, les femmes, on en a marre de devoir choisir. On les veut tous. OK? D'accord, je parle de nous les femmes, je parle des polyandres. Non, c'est ça qui est embêtant avec la vie. Et vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont des polyandres de fait. Hein. Faites pas les saintes, les meufs. Faites pas les saintes. Beaucoup d'entre vous, vous avez plusieurs gars. Vous avez un officiel et 3-4 officieux. Beaucoup d'entre vous, vous parlez à plusieurs gars alors que vous êtes en couple. OK? Et beaucoup d'entre vous, les filles, vous avez un bureau, un deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Faites pas les saintes. Surtout les Renois, là. OK? Surtout les Renois. Vous êtes très mal placés pour me juger par rapport à ça. OK? Nous, on est fortes dans ça. Les Maghrébines aussi. Peut-être les Blanches, elles sont un peu plus subtiles, mais on est polyandre dans l'âme. On est beaucoup plus nombreuses, les polyandres. Parce que là, ouais, non, moi, je me contente que d'un homme. Moi, je suis fidèle. Vous êtes des menteuses. OK? Vous êtes des menteuses. Beaucoup de femmes mariées ont des amants. Des relations suivies avec des amants. Beaucoup de filles en couple, là. Et quand monsieur n'est pas là, elle parle avec un autre.
Donc, il est peut-être temps qu'on fasse comme les hommes, nous les femmes, et qu'on assume notre polyandrie. Il y a des femmes qui sont monogames et fidèles et exclusives, mais on est très nombreuses à être polyandres, non assumées. On parle des gays refoulés. On peut parler maintenant des polyandres refoulés. Celles qui s'ennuient d'avoir qu'un seul gars, celles qui n'ont pas envie de mettre toute leur bille sur un... Peu importe tes motivations, que ce soit la peur de la solitude, que ce soit la peur de la pauvreté, que ce soit la peur du goumin. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, moi, je gère plusieurs mecs, comme ça, si l'un me quitte, c'est pas grave, je me rabats sur l'autre. Quelles que soient tes motivations, t'es polyandre. Voilà. T'es polyandre. Toi, t'as des gars, là où tu te sens bien, là, c'est quand t'as plusieurs gars. Moi, j'assume. C'est parce que la loi me l'interdit. Si la loi me le permettait, j'aurais plusieurs maris. 3. 3, c'est un bon chiffre pour moi. Parce que tous mes ex, ils avaient des qualités. Mais ils avaient certains défauts qui faisaient que tout le monde n'avait pas les bonnes qualités que je veux. Voilà. OK? Bon. Merci, ma chérie, pour ton don. J'ai remarqué que toutes ces femmes qui ont quitté leur mari par ennui, comme Martissa, tu parles, Julie Ritchie, etc., sont devenues des maîtresses. C'est ça qui est même drôle, ma chérie. C'est ça qui est même drôle. En plus, elles ont laissé un bon mari pour devenir chisa de quelqu'un. Et vraiment, le mercato, il n'est pas bon. Hein. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Donc voilà, Ilona est polyandre. OK? Elle est amoureuse de l'amour. Elle aime la période de séduction. Vous voyez, le mec, il fait tout pour elle. Après, elle s'ennuie. Et le gars, il lui a dit, tu m'envoies des pavés, tu me casses les burnes. Bah, voilà. Hein. Il dit que le gars, un jour, il t'aime, un jour, il t'aime pas. Un jour, il t'aime, un jour, il t'aime pas. Tu fatigues. Voilà, tu fatigues. C'est tout. Donc, ma chérie, prends tes 3-4 gars, reste tranquille. Hein. Arrête de fatiguer les gens. Alors, c'est un peu malsain et instable de s'éparpiller de la sorte quand même. Pourquoi malsain et instable? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait. Si tu es bien dans ça, tu t'épanouis dans ça et que les personnes sont consentantes, il est où le problème? Je ne sais pas qui a dit qu'il n'existe qu'un seul modèle de mariage ou de relation. Tout ce que Dieu a dit, c'est mariez-vous et faites des enfants. Voilà. Où c'est écrit dans la Bible et le Coran qu'une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris? Tout ce que Dieu a dit, c'est multipliez-vous et mariez-vous. Où vous avez vu que Dieu a instauré un modèle unique de mariage? Qu'il a dit qu'on doit forcément cohabiter ensemble, qu'on doit forcément avoir un seul mari ou une seule femme. Où c'est écrit? Montrez-moi le verset où c'est écrit que c'est interdit formellement qu'une femme épouse. Je l'ai bien dit épouse et pas fornique. J'ai dit épouse plusieurs gars. Tant qu'il y a un mariage dedans, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs en Afrique, en Asie et même en Europe, notamment chez les femmes vikings, dans beaucoup de civilisations, la polyandrie est autorisée. Encore aujourd'hui, tu as certaines civilisations où ça existe encore, où les femmes ont plusieurs maris. C'est leur norme à elles. Et ça leur convient. Qui sommes-nous maintenant pour venir les juger? Ils font comme ils veulent. Les hommes sont consentants, les femmes sont consentantes. Tout le monde est content. De quoi on se mêle? Au Congo, dans des communautés congolaises, il y avait la polyandrie. En Afrique, ça se faisait. Dans certaines régions, notamment au Congo, ça se faisait. En Occident, ça se faisait, notamment chez les femmes vikings. Elles avaient plusieurs gars. Les femmes de l'Europe du Nord, là. Les femmes de l'Europe du Nord, Danemark, Suisse, elles, là, c'est gâté. C'est gâté. Si tout le monde est adulte et consentant, il est où le problème de qui? Le truc de venir imposer ta façon de voir les choses, c'est ta façon de voir les choses. Voilà, c'est ta façon à toi de voir les choses, c'est ton truc à toi. Ça te convient, tant mieux. Laisse les gens, ils ont le droit de vivre comme ils veulent. OK? Voilà. Il y a des personnes qui se lassent très rapidement d'une relation où elles doivent supporter qu'une seule personne. Et c'est mon cas. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal. Je prétends que je veux me marier, machin, mais à chaque fois que je me retrouve face à une possibilité de mariage, je fais tout pour saboter la relation. Au début, c'était parce que j'avais des traumas, etc. Maintenant, mes traumas, je les ai guéris. Donc, je ne comprends pas à quoi c'est dû. Et j'ai fini par comprendre que BCS, t'es polyandre. Toi, à faire de supporter un seul garçon, ça te gonfle. Voilà. Moi, j'aime avoir plusieurs bureaux. Parce que comme ça, au moins, les hommes sont fatigants. Les hommes fatiguent.
Les hommes fatiguent. Non, moi, avoir un seul gars là qui me casse la tête, là, c'est seulement sur lui, je dois me concentrer, ça m'énerve. Donc, moi, ça me libère l'esprit. Ça assainit mon esprit et mon humeur. Quand j'ai seulement un gars, je suis malheureuse. Le gars m'énerve, le gars me gonfle, je m'ennuie, il me fatigue. Mais quand j'ai plusieurs bureaux, ça libère mon esprit. Voilà, je suis saine et épanouie. Parce que quand l'un me fatigue, je vais à l'autre. Voilà. Et c'est doux comme ça, là, je suis heureuse. Les périodes de ma vie où je me suis lancée dans le dating, dans les relations, où j'étais heureuse et épanouie, c'est quand j'avais plusieurs gars. Quand j'en ai un seul, ça m'énerve. C'est là que commencent les problèmes. Je suis moins énervante quand je suis dans ma polyandrie. Je suis moins emmerdante. Tu veux pas, il n'y a pas de problème. Tu veux pas sortir, il n'y a pas de problème. Je vais sortir avec B. Je suis la femme la plus saine et la plus facile à vivre quand j'ai plusieurs gars. Mais quand je me lance dans l'affaire de monogamie, exclusivité, je suis bien casse. Mais ai-je le choix? T'as pas le choix. Voilà. Non, c'est bon, il y en a marre. Pourquoi eux, les hommes, ils auraient le droit d'avoir plusieurs meufs et l'assumer et nous, on n'aurait pas le droit? Voilà. Moi, c'est le contraire. Moi, un seul ne me suffit pas. Loulou, chaque homme a ses qualités. Moi, mon homme idéal, c'est un mélange de mes ex. Voilà, mon homme idéal, c'est un mélange de mes ex. Chacun de mes ex avait une qualité que je ne retrouve pas chez le suivant. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, c'est mieux, je prends tout. Voilà, je ne fais pas de choix, je prends tout. Voilà. Même si ce n'est pas mon truc, je serais d'accord avec la polygamie uniquement si la polyandrie était aussi autorisée. Il faut être juste. Je suis entièrement d'accord avec toi, Sissonnet. Si on accepte la polygamie, on accepte la polyandrie. Voilà. Tu dois accepter les deux. C'est comme ça. Non, pourquoi eux, ils auraient le droit d'avoir plusieurs femmes et nous, on n'aurait pas le droit d'avoir plusieurs maris? Je vous dis encore, je vous mets au défi, montrez-moi le verset biblique, le verset coranique, le verset judaïque qui dit que femme n'a pas le droit d'épouser plusieurs hommes. D'autant qu'en plus, il est dit dans vos fameux, la sunna de, je ne sais pas quoi là, les hadiths, qu'une femme arrivée au paradis, elle peut avoir plein de mecs. Voilà. C'est autorisé au paradis. Voilà. Donc, sur ce, mes chéris, moi, j'assume qui je suis et c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi, j'annonce la couleur, je ne trompe personne. Je dis, mon gars, tu ne seras pas seul. T'acceptes, t'acceptes pas. Et moi, je suis heureuse comme ça. Ça me convient. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas faite pour vivre avec un homme dans une maison. Là, moi, la cohabitation, ça me gonfle. Moi, je ne suis pas faite pour ça. Moi, les femmes qui arrivent à cohabiter avec un homme, je ne sais pas comment vous faites. OK? La simple perspective de me retrouver coincée avec le même bangala qui va venir me faire chier chaque matin. Et moi, ça me donne des urticaires. OK? C'est la raison pour laquelle je sabote. Parce que je ne veux pas. Je suis bien seule avec mon fils à la maison. Je ne veux pas de gars à la maison. Donc, Ilona, tu fais partie de ma team. Il faut assumer. OK? Voilà. Alors, maintenant, on va parler de Fidji et de Anas. Le divorce, encore un autre goumin. Allez, c'est parti. Jingle, mes chéris, on jingleise. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, non, mais je sais que moi, ce que je viens de dire, ma sortie là, elle va être très jugée. Hein. Elle va être très jugée. Mais j'ai passé l'âge de vivre pour le regard des gens. Voilà. J'ai vraiment passé, j'ai passé l'âge. Vraiment, c'est le genre de truc qu'on me juge sur ma façon de vivre, etc. Ça me piquait quand j'étais une gamine qui n'était pas sûre d'elle, qui ne se connaissait pas encore, qui ne s'assumait pas, qui manquait de confiance en elle, qui ne savait ni où elle allait, ni est-ce qu'elle... Voilà, ok, qui vivait beaucoup pour le regard des gens, qui vivait beaucoup pour les... Je vous assure, c'est très libérateur de cesser de vivre pour le regard des gens. Et vous savez qui m'a créé le déclic? C'est une femme musulmane voilée. C'est une femme mariée, mère de famille musulmane voilée qui m'a créé le déclic. Elle m'a dit, BCS, arrête de vivre pour le regard des gens. Les gens vont te juger et alors? Ils te payent ton loyer? Ils te payent ta bouffe? Ils nourrissent tes enfants? Elle m'a regardé, elle m'a dit, toi là, tu ne veux pas une relation, tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas, tu n'es pas faite pour le genre de relation que moi, genre le mari, machin, à la maison. Tu n'es pas faite pour ça. Et alors?
vis comme tu en as envie, personne ne paye ton loyer, personne ne s'occupe de ton gosse, personne, les gens vont parler, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler, c'est tout. Mais si toi, tu es épanoui dans ça, fais ce que tu veux, ma grande. Fais ce que tu veux, ma grande. Voilà. Et ça m'a créé un déclic. Parce que jusqu'à présent, j'avais un peu honte, je me brimais par rapport au le regard de mon fils. Mais mon fils lui-même, ils sont carlognons. J'ai parlé plusieurs fois avec mon fils par rapport à ça. Donc, dès lors une fois que j'ai eu cette discussion avec cette femme-là, voilée, musulmane, femme mariée, et que j'ai discuté avec mon fils, en lui demandant si ça lui posait problème, que maman ne soit pas mariée, il m'a dit, maman, tant que tu es heureuse, le reste, je m'en fiche. J'ai reçu la validation de mon fils. J'en ai plus rien à cirer de ce que les gens pensent. OK? Voilà. Alors, je vous fais des gros bisous, mes chéris. Prenez soin de vous. Et je rappelle que ce replay sera disponible pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. OK? Et la team gratuité, vous aurez des extraits de live. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ricardo, il est finito, lui. Finito.